pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission. Contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Piero San Giorgio, bonjour. Salut, bonjour. De retour en Suisse, c'était pas prévu, mais bon, puisqu'on est là, autant parler un petit peu de la situation. Alors, tu as dû remarquer la plaisanterie sous-marine qui a eu lieu il y a 2 jours, c'était dans la mer de Norvège, mer de Barents. On ne peut plus nager tranquille nulle part. Voilà. Et puis j'ai discuté avec un de mes amis qui est un ancien instructeur des BOP, un nageur de combat en Argentine. Et donc pour lui, il n'y a aucun doute, c'est une opération militaire qui a été faite vraisemblablement via un sous-marin. Bien Les sûr. nageurs ont été envoyés, ils ont posé des charges et ils ont fait péter les 2 Nord Stream qui alimentent l'Europe en gaz. Alors ça remet pas mal de choses en question. Ouais. Pareil, on peut déjà, alors, puisqu'on peut exclure l'accident, puisque des accidents simultanés sur 2 pipelines, bref, plus les relevés sismiques, donc on enregistre le 28 septembre, je précise, donc peut-être qu'il y aura des informations qui vont être révélées plus tard, mais c'est tout simple, quand on a ce genre de nouvelles, ça c'est un exercice intellectuel pour ceux qui nous écoutent et qui parfois demandent qu'est-ce que tu penses de ce qui... en fait, l'approche logique, elle est d'exclure déjà ce qui n'est pas possible. Alors, ça me paraît très improbable, voire impossible que ce soit un pays asiatique qui ait les capacités de faire ça. Parce qu'en fait, il faut voir qui a la capacité. Et ensuite, on exclut ceux qui ont la capacité, mais qui ne pourront pas faire. Allemagne. Chine, Corée du Nord, enfin, si on va par exclusion. Les pays qui pourraient faire une chose comme ça, c'est Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon, je vois pas ce qu'ils feraient là-bas. On a l'Australie et la Nouvelle-Zélande, non, même pas la Nouvelle-Zélande. L'Australie, c'est possible, mais je vois pas ce qu'ils feraient là. Moyen-Orient, capable de faire ce genre de truc, franchement, l'Iran, c'est impensable. Il y a Israël, mais sur le coup, c'est pas vraiment leur intérêt ni leur zone d'opération. Il reste il reste la Russie, bien sûr, mais la Russie, déjà, ne livre plus de gaz, donc pourquoi elle saboterait son propre pipeline? Ça n'a pas vraiment de logique. Et puis il reste les pays de l'OTAN. Et donc, dans les pays de l'OTAN, ceux qui ont des compétences spécialisées pour ce genre de choses, c'est l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, peut-être la Pologne, mais j'en doute. Et puis, bien sûr, il y a les États-Unis, qui ont annoncé que jamais ce Nord Stream 2 ne fonctionnerait, et qui ont annoncé, lorsque cette guerre en Ukraine a démarré, qu'ils allaient faire en sorte que ce soit coupé. Alors, un blogueur américain qui habite en Ukraine, qui s'appelle Gonzalo Lira, disait qu'au fond, et c'est très intéressant comme comparaison historique, il disait en fait c'est un peu comme Cortés quand il est arrivé au Mexique et qu'il a vu que ses troupes n'étaient pas tout à fait chaudes pour aller, ils étaient 500 ou 1500, enfin un petit nombre, ils n'étaient pas très chauds pour attaquer un empire, l'empire aztèque de plusieurs millions d'habitants et des armées de plusieurs centaines de milliers d'hommes. En gros, il a fait cramer la flotte. Ça, c'est la légende. La réalité, c'est qu'il a dû faire cramer quelques rafios qui étaient endommagés, puis les autres, il les a renvoyés à Cuba. Et il leur a dit, maintenant, il n'y a qu'un seul endroit où aller, c'est en avant, et on va conquérir cet empire. Et puis c'est tout, parce qu'on ne peut plus aller nulle part. Donc c'est une manière, en tout cas, de pousser les pays qui dépendaient de ces pipelines, notamment l'Allemagne, surtout, de ne pas pouvoir négocier quoi que ce soit, puisque si l'hiver sera froid et que la population gueule, ce qui sera le cas en Allemagne, quoi qu'il arrive, l'Allemagne ne pourra pas négocier quelque chose avec la Russie, puisqu'il n'y a rien à gagner. Donc c'est un coup habile, mais même chez des gens pro-ukrainiens que je connais, mais des gens vraiment pro-ukrainiens, et même chez des gens américains, la première chose qu'ils m'ont dit quand je leur ai dit tu penses que c'est qui? Ils m'ont dit c'est évidemment les États-Unis. C'est logique, de toute façon, on est dans une situation qui est intéressante dans le sens où il y a 2 ennemis, enfin on peut même dire il y en a 3.
L'ennemi visible, c'est la Russie. L'ennemi intérieur des États-Unis, c'est l'Europe. Donc l'Europe, il faut absolument l'affaiblir. Il faut mettre les populations dans un état où elles sont ingérables. Et puis bon, non seulement avec tous les bras cassés qu'il y a à Bruxelles, mais les gouvernements incompétents ou traîtres qui sont au pouvoir, c'est ce qui se produit. Ah non, mais lorsqu'on est un laquais ou un traître, ce qui est le cas des Européens, enfin des pays, des dirigeants des pays européens, depuis que l'Union européenne existe, c'est une création voulue par les États-Unis, manipulée, et orientée par différents services, dont la CIA. Enfin, c'est très connu, on va pas aller là-dessus. Jean Monnet, fondateur de l'Europe, formé aux États-Unis, dans l'idée de créer des États-Unis d'Europe soumis aux États-Unis. Tout ça, c'est documenté, ça sert à rien d'y revenir. Il n'y a que les gens ignorants, et je les accuse pas, c'est pas un mal en ignorant parce qu'on ne s'est pas intéressé, mais qui pourraient le nier, mais tous les gens qui savent le savent. Eh bien, quand on est un vassal d'un pays et que ce pays, de cet empire, et cet empire va mal, cet empire est surendetté, il est hyper corrompu, il est en déclin total, bazarder, je veux dire, avant de s'effondrer, autant bazarder pendant le vassal, donc l'Europe, sous le train, pour essayer de ralentir le train. Et ça va faire un du hachis parmentier pendant quelques mois, et ça retardera un peu. Pourquoi ? Parce que le capital qui est investi en Europe, dès qu'il commence à comprendre que l'Allemagne ne va pas passer l'hiver, les industries vont devoir fermer, de manière momentanée, il va fuir ces entreprises, il va fuir les bourses européennes pour aller dans les marchés qui restent disponibles. Alors la Russie est fermée, la Chine, elle s'est pris quand même une belle gamelle. En partie, en très grande partie, ce capital, il va partir aux États-Unis. Et donc ça va artificiellement faire monter les cours américains, enfin c'est pas artificiel, ça va de fait faire monter les cours américains, ça fait monter le dollar, on le voit aujourd'hui. Donc cette fuite vers le dollar permet aux États-Unis, parce que leur dollar est élevé, de moins subir de l'inflation sur les produits importés. Et comme ils importent l'essentiel parce qu'ils ne fabriquent plus rien, artificiellement, cette crise en Europe va permettre de limiter l'inflation aux États-Unis. C'est habile, et c'est roublard. Et on fait ça que à des gens qu'on déteste. Bon, merci, on a compris ce qui nous veulent du bien. Ouais, c'est ce que les gens n'arrivent pas à imaginer. Il faut faire, comme tu l'as dit, un exercice intellectuel de recherche, de compréhension, de croisement d'informations pour s'imaginer dans quoi on nous met. Et le problème, c'est qu'au moment où on se rend compte de la situation, il est déjà trop tard, et deux, intellectuellement, c'est difficile à accepter, puisqu'on a toute une propagande qui nous a vendu les Américains, John Wayne, tout ça, comme étant des amis. Mais oui. Or, ce sont de faux amis. Ils l'ont. Effectivement, je pense que même des gens comme moi qui sont critiques des États-Unis, moi, au fond de moi, j'ai un pincement au cœur parce que petit, je voyais le cinéma, les médias. Mon papa, il travaillait dans une société américaine. Lorsqu'on est allé aux États-Unis, c'était un pays accueillant, sympathique. À l'époque, ils fabriquaient encore des produits et des produits de qualité en plus. Mais bien sûr, on a de la peine à imaginer qu'on se fait poignarder par son allié principal, voire même celui pour qui on contribue pour la défense, pour l'économie. Mais il nous arnaque financièrement depuis 1971. Depuis 1971, les États-Unis, par le fait d'avoir abandonné l'or comme base pour baser leur monnaie, en fait, ils n'ont fait que d'évaluer le dollar et l'ont en même temps rendu indispensable, ce qui les a justement dispensés de fabriquer quoi que ce soit et de pouvoir vivre au crochet de tous les pays qui ont besoin d'acheter essentiellement du pétrole. Et puis, c'est une économie qui est devenue prédatrice, qui n'hésite pas à attaquer les pays dès lors qu'ils ne sont pas tout à fait soumis à leur volonté. Enfin, et quand l'Union soviétique a disparu, alors là, c'était open bar. C'était pas le gendarme du monde, c'était la terreur du monde. Ils pouvaient aller partout, bombarder n'importe quel pays qui n'obéissait pas qui n'était pas d'accord de vendre ses ressources, qui n'obéissait pas aux réformes économiques et à la corruption qui venaient des États-Unis. Bon, c'est comme ça. Et en Europe, peut-être qu'on va commencer à se rendre compte qu'il va falloir qu'on se débrouille par nous-mêmes, qu'on arrête d'obéir à ces
assez fanatique et assez corrompu déjà à Bruxelles, et puis encore plus à Washington. Mais si on regarde, tu parlais donc de ce que les États-Unis font. Moi, je me souviens, donc, je travaillais dans le domaine bancaire, j'étais responsable informatique chez plusieurs banquiers privés en Suisse pour des sociétés bancaires américaines, je précise, des banques américaines. Et en fait, lorsqu'il y a eu l'affaire des fonds en déshérence, c'est ce qui a permis de détruire la place financière suisse. Et ça, les gens n'ont pas pris conscience. Et ensuite de ça, il y a eu la vente de la réserve fédérale d'or suisse, qui a mis un deuxième coup à notre pays. Et la Suisse qui a alors, est-ce que la Banque nationale suisse a été obligée, ou elle le fait volontairement, à racheter depuis maintenant plus de 10 ans tous les euros en circulation pour maintenir artificiellement l'euro élevé. Donc là, cette année 2022, on va en fait perdre toutes les réserves que la Banque nationale suisse a économisées. C'est-à-dire que déjà, il n'y aura aucune redistribution de profits sur lesquels comptent les cantons pour s'occuper des associations qui aident les vieux, les hôpitaux, la santé, alors bon, les migrants, ça c'est très bien. Mais l'art, en général, il ne faut pas subventionner l'art. Et bref, nous allons le sentir passer, même en Suisse, bien que le franc suisse est une monnaie vers laquelle l'argent qui quitte l'euro, et aujourd'hui, on a vu hier, le pound, la livre sterling anglaise, a dévissé comme jamais c'est arrivé. Donc ça veut dire qu'il y a une perte totale de confiance dans la capacité du Royaume-Uni à passer le cap de cette crise. Donc on va avoir une crise qui va être, mais au minimum, au bas mot, 10 fois plus grande que celle de 2008. Ouais. Donc on va avoir une explosion. On voit aujourd'hui dans l'immobilier bas de gamme aux États-Unis a perdu 80% de sa valeur. C'est un effondrement dont personne ne parle. Les journaux restent sur des sujets très frivoles et très, très immédiats. Mais le soubassement économique est en train d'exploser mais encore, ça transforme la crise de 2008 comme étant une pichenette. Voilà, rien du tout. Un piece of cake, comme on dit aux États-Unis. Et donc, la leçon, d'ailleurs, pour la postérité, c'est que l'idée même du système libéral, c'est que lorsque vous avez de l'exubérance, lorsque les gens veulent trop d'un produit, et que celui-ci voit soit ses prix monter, soit... eh bien, le marché, au bout d'un moment, corrige. C'est-à-dire que à partir du moment où un prix devient trop élevé, vous arrêtez de l'acheter. Donc, les gens qui ont trop fabriqué de ce produit, ils n'arrivent plus à le vendre, et donc ils sont obligés de baisser les prix. Et donc, les prix redeviennent à un équilibre. Et certes, alors les gens qui ont trop investi vont devoir fermer leurs usines, ça fait du chômage, etc. Mais ces gens au chômage se recyclent dans d'autres industries. Et sans la manipulation de l'État par la Banque centrale et par justement toutes ces politiques, y compris les guerres, eh bien, rendrait des marchés et des échanges entre les individus, entre les joueurs économiques, beaucoup plus, peut-être pas moins tumultueux, mais avec moins de crises gigantesques, d'autant plus que lorsque la crise est apparue en 2008, pour des raisons bien connues, les subprimes, le financement à outrance de gens qui en fait n'avaient jamais besoin de capacité à les rembourser pour acheter de l'immobilier, des maisons, eh bien on a vu qu'au lieu de nettoyer les marchés, en fait ils ont sauvé toutes les banques qui avaient des dettes, ils ont injecté des milliers de milliards de dollars dans l'économie, on a créé 2 ou 3 fois la masse monétaire depuis 2008, que toute la masse monétaire ayant jamais existé aux États-Unis avant. Or, il n'y a pas de contrepartie économique réelle, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de richesse qui a été créée, c'est simplement de l'argent qui a été jeté pour tenir le système. Alors ce système, quand on récompense les mauvaises habitudes, elle continue. Et donc on est aujourd'hui de plus en avec des gens qui ont reçu de l'argent. Je veux dire, vous êtes quoi? Vous êtes un dealer de drogue trisomique? Pas de problème, je vous file 100 000 $ pour vous acheter une maison. Bon, forcément, il ne faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, le garant de ce prêt, qui est en fait l'augmentation de la valeur de la maison, si celle-ci s'effondre parce que l'économie s'effondre, il ne sera jamais remboursé ce prêt. Donc on va avoir aujourd'hui, il y a une liquidité qui disparaît des marchés en général. Les banques vont se retrouver, comme en 2008, super exposées à
à ces risques, que ce que va faire l'État, il va les sauver. Mais c'est exactement ça qui nous a amené dans une période d'inflation. Donc il va les sauver à coût de dizaines et de centaines de trilliards, cette fois, de dollars, donc 10 et 100 fois plus qu'avant, ce qui va ajouter à l'inflation, et on va avoir des effets qui vont voir l'inflation ne pas être aux 10% à peu près qu'elle est aujourd'hui, mais de passer à 20, à 50, à 100%, et ensuite, on ne sait pas comment ça s'arrête, on n'a pas il n'y a pas de recette miracle pour l'hyperinflation. On sait comment baisser l'inflation si on augmentant les taux d'intérêt, mais aujourd'hui on a des inflations à 10-12% et des taux d'intérêt à 4%, en gros. C'est pas suffisant. Donc on n'arrêtera pas l'inflation. Et si en plus maintenant on va injecter de l'argent en plus, on va essayer d'acheter la paix sociale en promettant des chèques à tous les Américains qui se retrouvent au chômage, à bientôt tous les Allemands qui se retrouvent au chômage, à tous les Européens qui se retrouvent au chômage, qui bénéficient déjà largement de la corruption de l'État, c'est-à-dire l'État achète à ces gens le fait qu'ils ferment leur gueule et qu'ils n'aillent pas manifester pour changer le modèle, ou mettre la tête des dirigeants sur des pics, ce qui est une des solutions généralement aux grandes crises. Ça calme en général. Et ils vont continuer. Et donc on va se retrouver, peut-être à la fin de l'hiver, on aura froid, mais on recevra 10 000 euros, 20 000 euros par mois de l'État, et puis ça paiera à peine le loyer ou à peine le chauffage, et ainsi de suite. Et ça va être de pire en pire. Et d'ici l'été 2023, ce sera la baguette qui coûtera 10 000 euros. Alors, dans les trucs intéressants, peut-être. Quand j'ai discuté avec cet ami en Argentine, il m'a dit qu'il prévoyait une inflation de 100% d'ici la fin de l'année en décembre. Ça ne m'étonne pas. D'un autre côté, il y a pour l'Europe... tiens, j'ai perdu le fil là. Et ça, c'est en Argentine où il attendait 100%. Et aujourd'hui, ils ont quoi en Argentine? 20% d'inflation? 25%? Non, ils sont plus déjà. Il y a énormément de problèmes. Le problème, c'est que passer un certain seuil... C'est irrécupérable. Alors, on a une solution qui a été faite une seule fois. En fait, plusieurs fois, mais une seule fois qui est connue. Les États-Unis ont baissé l'inflation en montant les taux d'intérêt en 1980. De manière très forte. Je crois qu'ils l'ont monté pendant quelques mois à 25%. Donc là, forcément, les gens se disent « Ah, moi, je vais acheter des bons du Trésor à 25%, c'est quand même, sur 10 ans, 25% par année, c'est énorme. » Donc ceux qui ont acheté à ce moment-là ont fait une très bonne affaire. Parce qu'après, évidemment, le coût de l'argent étant plus élevé, les gens préfèrent l'épargner, ne pas dépenser. Et donc à ce moment-là, on rentre dans un cycle de déflation et on revient, en tout cas, on calme le modèle. Mais quand ça dépasse ce montant, ce qui a été le cas, moi je l'ai vécu au Zimbabwe dans la fin des années 90, mais on l'a vu dans la République de Weimar il y a eu plusieurs fois, en 1919 notamment. En tout cas, au Zimbabwe, ce qui a été fait, c'est que simplement on a dit, la monnaie vaut plus rien, vous arrivez avec des brouettes remplies de billets pour acheter un kilo de pain, c'est débile. Donc les gens disent, on utilise une autre monnaie. Alors en l'occurrence, au Zimbabwe, ils ont utilisé le dollar américain à l'époque, qui valait plusieurs dizaines de milliards de dollars zimbabwéens de l'époque, donc c'était beaucoup plus simple, tout le monde est passé au dollar. Toi, tu maîtrises pas la quantité de dollars en circulation, parce que c'est pas toi qui fais tourner la planche à billets aux États-Unis. Et au bout d'un moment, l'équilibre se retrouve, mais hors du contrôle de l'État. C'est ce qui est bien. Ou alors tu passes, alors ça peut être dans d'autres situations, ça peut être l'or. L'or, les pièces d'argent qui ont une valeur intrinsèque, qui sont reconnues comme telles, à ce moment-là, remplacent la monnaie et plus personne n'utilise l'euro ou la monnaie en question. Ou alors tu développes, mais alors par quel miracle, ça je ne sais pas, tu redéveloppes une force économique importante et tu dis, regardez, notre monnaie, elle part en inflation, mais regardez ce qu'on produit. On est capable de produire des trucs que les gens veulent. Je sais pas, des moteurs, des voitures, c'est ce que faisait l'Allemagne. L'Allemagne, elle s'est reconstruite après la guerre en vendant des choses que les gens voulaient. Des voitures de qualité, des machines de qualité, des machines qui aident à fabriquer des machines, et le monde entier les voulant, tout le monde va acheter du Deutschmark, le Deutschmark est demandé, sa valeur augmente, et donc c'est déflationnaire pour les Allemands. Puisque si ton Deutschmark est de plus en plus cher, c'est pour ça que les Allemands, à partir déjà des années 60, ils venaient avec leur petite voiture, qui était meilleure que celle des autres, en vacances en France, en Italie, et tout d'un coup, ils étaient considérablement plus riches, grâce à la force de leur Deutschmark, que l'italien ou le français. Parce que
pour un Deutschmark, à l'époque, ça valait quelque chose, un Deutschmark. Si on regarde à l'heure C'était actuelle 1000 lire. l'euro, j'ai un de mes amis qui est actuellement, il se balade avec ses 2 chiens à vélo, et là il est passé de la Macédoine, enfin de la Macédoine en Grèce, et il a été faire des achats, mais 3 courgettes, une tomate, une boîte de thon et une boîte d'olives, ça lui a coûté 20 euros. Ouais, Donc la Grèce est un laboratoire de ce que va devenir l'Europe. Les prix sont explosés. c'est là où ceux qui ont des réserves, déjà, ne subissent moins cet effet de l'inflation. Donc certainement, c'est pas pour faire de l'épargne, mais c'est que il y a aussi un autre problème, c'est qu'à partir du moment où cette inflation devient très forte, la tentation pour l'État, c'est de fixer les prix. Parce que c'est très démagogique, on dit, bon, les amis, chère population qui votez pour moi, je vois bien que vous n'arrivez plus à acheter, vous avez un salaire de 2000 euros, le loyer, bon, les loyers augmentent pas vite parce qu'il y a une inertie, mais entre les loyers et l'essence, vous avez déjà dépensé les 2000 euros, vous n'avez pas encore payé la bouffe, je vais vous aider. Et je vais vous aider, alors déjà, je vais vous faire des chèques, je vais vous donner un peu plus d'argent, ça, c'est un effet inflationnaire. Et de l'autre côté, je vais fixer les prix, je vais dire, voilà, la baguette ne peut pas augmenter au-delà de 2 euros. Elle ne peut pas augmenter au-delà de 2 euros. Il y a eu le cas de ce boulanger en France qui payait 2000 euros pour l'électricité C'est par ça. mois et qui a 8900 actuellement. Voilà. C'est intenable, c'est fini. Il Donc, met la clé sous le paillasson. en fait, sa baguette, si elle vaut 1 euro, on va dire, j'arrondis vers le haut aujourd'hui, mais si la baguette traditionnellement elle coûte 1 euro, l'État la fixe à 2, mais que pour ce monsieur, donc il voit son prix multiplié par 4, déjà, sa baguette, en fait, il devrait la vendre à 4, il va arrêter de la faire, il va dire, bon, soit dans le meilleur des cas, je prends des vacances, dans le pire des cas, je ferme boutique, et donc il n'y a plus de pain. Il n'y a plus de nourriture si on élargit ça au truc général. Alors, pour les très très riches, pour ceux qui ont des très très grands revenus, bon, de toute façon, ils partent dans leur maison en Uruguay ou dans un autre pays si ça devient l'émeute. Et si c'est pas l'émeute, ils ont quand même assez d'argent et assez de ressources pour se débrouiller. D'autant plus que c'est là où on fait des bonnes affaires, parce que vous allez avoir des gens qui avaient des maisons, des voitures achetées à crédit, qui vont les perdre, parce qu'ils n'arriveront plus à payer leurs dettes. Les banques vont se retrouver, parce qu'in fine, c'est à la banque que ça finit, vont se retrouver avec un parc immobilier, un parc automobile dont ils ne savent plus quoi faire. Donc là, il y a un effet déflationnaire sur ces biens-là, à ce moment-là, et c'est en fait ça qui va calmer à terme le marché. Mais enfin, ils vont se retrouver avec des villas, des maisons, et personne pour les racheter, et ça coûte à l'entretien, donc ils vont vouloir s'en débarrasser. Donc ils vont faire des lots en disant, voilà, dans tel quartier, j'ai 4 appartements, je les vends à 50 000 balles. 4 pour le prix de 3. Voilà, ou je les donne à partir du moment où quelqu'un s'en occupe, mais je peux plus dépenser le 1 ou 2% annuel d'entretien qu'il faut sortir, parce que c'est des masses gigantesques au bout d'un moment. Si c'est des milliers et des milliers de maisons que tous les mois les banques récupèrent, qui fait le jardin, qui fait la toiture, qui fait donc au bout d'un moment, elles vont les vendre. Et donc c'est là où les gens très fortunés, voire des entreprises qui ont été créées à cet effet-là. Et là, on voit aujourd'hui des Bill Gates racheter des terrains agricoles, d'autres qui achètent des immeubles, etc. Tiens, ils étaient prêts. Ils savaient que ce modèle allait arriver. Et là, ces gens rachètent tout. Et ensuite, ils vont dire à la population, OK, il faut payer un loyer maintenant. Avant, vous étiez propriétaire, maintenant, vous allez être locataire. Et vous allez travailler pour moi, ou je ne sais pas quel modèle va être mis en place, mais en tout cas, c'est une manière de reprendre l'argent des pauvres et des classes moyennes et de le redonner aux riches. C'est sûr. En fait, il y a un point qui est intéressant quand on parlait donc du boulanger qui met la clé sous le paillasson. Pour ceux qui ont faim, ils n'ont qu'à partir à Dubaï. Ils viennent d'installer des distributeurs automatiques pour les pauvres, où tu as le droit à avoir 3 pains par jour pour te nourrir. Donc c'est une option. Mais... Ah non, mais Dubaï, c'est un modèle politique tout à fait intéressant pour nous à l'avenir. C'est-à-dire que tu as 100 000 mecs du cru qui sont dans le pays depuis des générations et des générations, qui dirigent et qui votent et qui, en gros, ont un parlement sous l'égide de l'émir, qui est le chef, on va dire, qui doit ménager les différentes factions, les différentes familles. Bon, très bien, il fait son job.
Et ensuite, en bas, en dessous, tu as des millions de travailleurs, certains très compétents, d'autres moins, d'autres très bien payés, d'autres beaucoup moins, et qui, en gros, n'ont qu'un seul objectif, c'est prospérer. Et s'ils n'y arrivent pas, ils doivent partir. C'est tout. Puis il n'y a rien d'autre. Hein. En revanche, tu es bien soigné, tu peux te loger très bien, etc. Simplement, c'est basé sur son pouvoir d'achat. Pourquoi pas? Nous, on rentre par le fait qu'il y ait en plus une velléité totalitaire qui a été mise en place depuis 2 ans avec la piqûre et tous les passes qui allaient avec, et une guerre à nos portes. On a quand même une tentation, à mon avis, très 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 forte de nos dirigeants, qui vont quand même voir des gens sortir dans la rue, et cette fois ce ne sera pas pacifique, à mon avis, ils vont sortir les fourches et les flambeaux. Ça c'est l'euphémisme, n'est-ce pas? Ils vont se dire, soit on envoie la police et l'armée tirer sur la foule, avec le risque, d'abord on va nous le reprocher tôt ou tard, puis ensuite ça risque de ne pas marcher, voire ils risquent de désobéir et changer de camp. Ce serait peut-être mieux de faire une guerre finalement.